Bonjour, j'ai nommé cette vidéo Les imposteurs du nucléaire parce que je vais démontrer que, tout comme par le passé, les hommes des cavernes savaient faire du feu sans comprendre les principes théoriques, aujourd'hui on sait reproduire des réactions nucléaires sans rien y comprendre. Et pour preuve, les physiciens sont toujours incapables de les expliquer de façon cohérente et intelligible. Alors, comment prétendre maîtriser quelque chose d'incompris, sinon par l'imposture? Pour démontrer que ces explications sont incohérentes et souvent contradictoires, j'attaque par la première réaction nucléaire, c'est-à-dire la fission nucléaire. Pour l'expliquer, je prends des petites animations provenant d'une instance suprême dans la soi-disant connaissance et maîtrise des énergies nucléaires. Comme cela, on ne pourra pas me reprocher mes sources. Ces animations proviennent du site du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui depuis 2010 a rajouté « et aux énergies alternatives » pour probablement anticiper une prochaine reconversion, je ne sais pas. La fission nucléaire consiste à éclater le noyau d'un atome lourd, généralement de l'uranium ou du plutonium. Pour obtenir cette réaction, on projette un neutron contre un noyau, lequel se fissionne en libérant de l'énergie et de nouveaux neutrons. Ces nouveaux neutrons ainsi libérés vont à leur tour fissionner d'autres noyaux et ainsi de suite. Cette explication est celle d'une réaction en chaîne. Un neutron au départ qui en libère d'autres et tant qu'il rencontre des noyaux, cette réaction s'amplifie rapidement. Que cette réaction en chaîne soit celle qui se produit à l'intérieur d'une bombe atomique, je l'admets, nous en avons vu son pouvoir destructeur à Hiroshima et Nagasaki. Mais cette réaction en chaîne serait celle qui se déroulerait également dans les centrales nucléaires. Alors, comment font-ils pour réguler cette réaction en chaîne ? Je sais bien que Tchernobyl et Fukushima nous ont démontré qu'en perdant le contrôle, cette réaction peut s'emballer, engendrant les mêmes conséquences qu'une très grosse bombe A. Mais ma question est en relation avec les précédentes explications vues sur l'animation. Comment font-ils pour éviter que cette réaction en chaîne ne s'emballe? Oui, dans un barreau de combustible de ces centrales, il y a des milliards d'atomes contigus. Donc, comment peuvent-ils interdire aux neutrons libérés de ne plus poursuivre cette réaction en chaîne dans cette section et sur la hauteur? Il y a bien cette petite animation avec Pac-Man qui vient croquer les neutrons. Évidemment, c'est une image pour les enfants, les considérant assez stupides pour ne jamais poser la question sur l'origine de ce croqueur de neutrons. Mais plus sérieusement, les physiciens nous disent qu'ils procèdent à la thermalisation des neutrons au travers d'un modérateur. De ce fait, ils transformeraient des neutrons rapides en neutrons lents. Mais ce modérateur, qui peut être de l'eau lourde ou légère, du graphite ou du beryllium, peu importe. Ce modérateur est à l'extérieur du combustible. Alors, comment les neutrons libérés font-ils pour sortir du combustible sans poursuivre la réaction en chaîne, aller voir le modérateur pour savoir s'ils doivent ou non retourner casser un noyau? Les physiciens expliquent cela en prétendant, dans le cas présent, que seul un neutron lent peut fissionner un noyau qui libère à ce moment-là 2,5 à 2,9 neutrons rapides. Selon leur dire, les neutrons rapides sortent du combustible sans rencontrer le moindre noyau, après quoi ils sont soit ralentis par le modérateur, soit absorbés par les barres de contrôle, ou encore sortent tout simplement du système. Mais ceci est en contradiction avec la précédente animation. Les neutrons ne sortaient pas pour revenir. Ça n'explique plus la réaction en chaîne, donc le fonctionnement des bombes atomiques. Et si les neutrons rapides ne
ne casse pas de noyaux, condition nécessaire pour expliquer la sécurité de ces centrales. Donc, si les neutrons rapides n'interviennent pas dans la fission, alors pourquoi avoir fait des centrales à neutrons rapides, centrales sans modérateur, celles de 4e génération? Non, vos explications ne tiennent pas la route. Elles se contredisent et deviennent stupides. Pour montrer cette stupidité, je symbolise une de vos affirmations par cet exemple. Comment expliqueriez-vous qu'une boule de billard qui vient percuter le paquet de billes avec une certaine vitesse arrive à en éjecter 2,5 à 2,9 à une vitesse 9 fois plus grande? C'est exactement la même image qu'avec vos neutrons. Où est votre sacro-saint principe de conservation d'énergie? Oui, je sais, vous allez me rétorquer que le monde microscopique ne réagit pas selon les règles du monde réel. Mais soyez un tant soit peu cohérent. Vous prétendez que la probabilité qu'un neutron rapide rencontre un gros noyau du combustible est négligeable. Par contre, pour qu'il devienne un neutron lent, il doit percuter des noyaux 10 fois plus petits et plus distants, ceux contenus dans le milieu modérateur, et non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises pour décrire ces zigs et ces zags que vous nommez le mouvement brownien. Comment et pourquoi la chance de rencontrer quelque chose de plus petit devient plus probable? Ne serait-ce pas un moyen de tricher pour que le résultat de vos bidouillages mathématiques corresponde à ce qui est effectivement mesuré et par la même occasion d'utiliser ceci comme la preuve de compétence que vous ne maîtrisez pourtant pas? Maintenant, si je regarde un atome d'uranium 238 qui fissionne, il possède 92 protons et 146 neutrons. Si j'imagine qu'un atome de césium-137 en sorte, vu que vous parlez souvent de cet élément chimique, cela veut dire qu'il a pris 55 protons et 82 neutrons. Outre le fait que ce soit assez surprenant qu'après une collision, une telle répartition en nombres se retrouve si fréquemment, ce sont les mystères des probabilités. Mais quels que soient les sous-éléments obtenus, il y a toujours un nombre de neutrons excédentaires. Que font-ils? Où vont-ils? Se transmutent-ils en protons? Forment-ils des isotopes de l'hydrogène, du deutérium ou du tritium? Tous ces sous-produits de fission moins denses ne devraient-ils pas occuper un plus grand volume? Qui plus est, dans le circuit primaire, le circuit étanche qui doit protéger de la radioactivité. Qu'en faites-vous alors? N'êtes-vous pas contraint de faire des dégazages crapuleux, comme l'avoue sans la moindre gêne l'ancien directeur de la centrale nucléaire de Luçon lors d'un reportage de la télévision suisse romande que je vous laisse voir. Les isotopes radioactives ont été relevés depuis ce matin. L'Office fédéral de la santé publique effectue des prélèvements. Fermée en 1969, suite à la fonte de son réacteur, la centrale a été décontaminée. Mais tous les restes de radioactivité n'ont pas pu être éliminés. La situation actuelle était donc tout à fait prévisible selon l'ancien directeur de la centrale. L'accident a relâché des vapeurs d'eau lourde qui contiennent du tritium. Il fallait les relâcher quelque part. C'était soit dans le rocher, soit à la cheminée. Et on a choisi le plus rapidement possible de dépressuriser, de relâcher à la cheminée, mais néanmoins, à un faible instant, on a relâché dans le rocher et on a demandé aux géologues qui nous ont dit oui, ça pourrait ressortir dans 50 ans, dans 80 ans. Oui, vous cachez des agissements honteux parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas deviner les réels phénomènes qui se déroulent lors de ces réactions parce que les bases fondamentales de la physique nucléaire reposent sur des hypothèses fausses. Votre modèle de l'atome est faux et vous ne cherchez plus à comprendre la réalité de la nature, mais ce que laisse imaginer ce monde virtuel des probabilités.
Vos relations mathématiques ne sont pas la preuve de votre compétence, mais tout juste une certaine faculté à prédire une observation future parce que vos relations sont issues d'observations faites au préalable. Ce n'est pas la démarche logique du scientifique et la confusion entre l'action et l'accélération que j'évoque dans une autre vidéo en est la démonstration magistrale. Preuve que je ne nie pas l'importance des maths, je les remets simplement à leur juste place. Mais même les mathématiciens semblent être lobotomisés par ces gymnastiques cérébrales, ne pouvant plus raisonner autour de bases élémentaires. À force d'apprendre par cœur des règles mathématiques, ils sont incapables de revenir aux notions essentielles et fondamentales qui sont pourtant à leur origine. Quel drôle de monde nous vivons là. Au niveau des réactions nucléaires, je sais de quoi je parle lorsque je dis que vous ne pouvez pas comprendre ce que vous faites. Je le sais parce que j'ai fait la démarche intellectuelle de reconsidérer les hypothèses de base de notre savoir pour comprendre pourquoi elles ne sont plus en accord avec certaines observations. Démarche que tout scientifique devrait faire en fonction des progrès des observations, en fonction des nouvelles découvertes. Le modèle de l'atome à électrons statiques, le MAES, qui en découle et que je présente dans mon livre, donne des réponses simples, logiques, cohérentes et sensées. Sensées parce que les comportements de ces composants respectent les lois physiques applicables au monde du visible, le monde dans lequel nous vivons. Il démontre également que la désagrégation du noyau, ce que vous nommez la fission nucléaire, cette désagrégation est fonction de la taille du noyau et des conditions ambiantes. Conditions que vous modifiez entre autres avec les barres de contrôle, et c'est pour cette raison que cette désagrégation ne s'emballe pas. L'énergie qui en résulte n'est plus une soi-disant transformation de la masse en énergie, ce sont les électrons qui se déchargent, modifiant ainsi les conditions ambiantes et par conséquence amplifiant le phénomène de désagrégation. Cette transformation de la masse en énergie ne tient pas la route et vous le savez pertinemment qu'après transformation, il y a toujours le même nombre de constituants des atomes. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et pourtant, vous avez le culot d'inventer, dans certains cas, l'antimatière pour justifier le résultat de vos équations et surtout pour conserver ce célèbre logo E égale mc carré. Oui, c'est un logo, ce n'est pas une relation scientifique. Et ne dites pas qu'il est vérifié, vous savez pertinemment que ce serait un mensonge. Cette désagrégation qui se produit dans les centrales n'est pas exactement le phénomène qui se déroule dans une bombe A. Parce que là, il y a effectivement une fission des noyaux due aux collisions des noyaux entre eux. Fission qui devient impossible à maîtriser avec les conséquences que nous connaissons. Ces collisions entre les noyaux seront d'autant plus virulentes si vous rajoutez de petits noyaux, des atomes légers, comme l'hydrogène et ses isotopes. Et vous l'avez déjà fait avec les bombes H. Mais ce surplus de puissance ne provient pas, comme vous le croyez, d'une fusion thermonucléaire, mais bien d'une fission. La technologie des bombes H le démontre. Ce sont des bombes traditionnelles avec cette amorce, cette petite quantité d'hydrogène. Vous voudriez croire que la fusion thermonucléaire produit de l'énergie. Mais ouvrez enfin les yeux. Cette fusion est le processus inverse à la fission. Au lieu de casser des noyaux, vous en formez des plus gros. Or,
Aucun processus inverse à un autre n'engendre les mêmes effets. Si un processus libère une énergie thermique, le processus inverse en consomme. C'est ce que nous observons lorsqu'on comprime un gaz. Il devient plus chaud et lorsqu'on le détend, il devient plus froid. C'est une loi fondamentale et universelle du monde réel. Le monde microscopique se comporte comme le monde visuel. Il n'y a pas une science pour l'un et une science pour l'autre, et ce n'est pas à une certaine forme de mathématiques de prétendre le contraire. Vous avez même la preuve de ce que je dis là. Toutes vos expériences dans les tokamaks n'ont jamais produit plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et le projet ITER ne sera qu'un immense fiasco. Vous croyez dans l'énergie issue de la fusion nucléaire parce que vous présumez que c'est le fonctionnement des étoiles. Et là encore, vous êtes dans l'erreur. Comme je m'évertue à le dire, l'ensemble de nos théories repose sur quelques hypothèses. Ces théories les utilisent dans leurs interprétations, en apportant de nouvelles hypothèses plus judicieuses, car intégrant un plus grand nombre d'observations, toutes les théories qui les utilisent s'effondrent. Par contre, il devient possible d'élaborer de nouvelles définitions, de revisiter les sciences, avec l'avantage de repartir sur des bases bien plus solides et qui s'étayent au fur et à mesure par leurs interactions dans tous les domaines des sciences, dans une vision globale et non restreinte, celle des spécialistes. Parmi ces hypothèses de base, il y a la force d'attraction gravitationnelle de Newton, qui montre déjà ses incohérences. Mais pour éviter de se fatiguer à réfléchir, de remettre en cause des notions qui plaisent, on a inventé la matière noire. Or, le principe de apesanteur que je démontre est bien plus logique car explicable. Il n'a plus besoin de tels artifices pour justifier ses observations contradictoires. Il permet également de comprendre, et c'est là où je veux en venir, le fonctionnement des planètes, la nôtre en particulier, et surtout d'où provient l'énergie de ces astres et des étoiles, énergie issue de la désagrégation de très gros noyaux atomiques. Explication impossible à admettre et à découvrir sur les bases des hypothèses actuelles parce qu'elles orientent la réflexion dans la mauvaise direction. Mesdames et messieurs les physiciens, j'avais une certaine estime envers votre savoir. Vous annonciez avec beaucoup d'assurance que vous observiez les sous-éléments de l'atome et en toute confiance je vous croyais. Malheureusement, je sais que vous ne voyez rien, mais que vous interprétez des images sur la base de votre modèle atomique et qu'en changeant ce modèle, ces mêmes images donnent des explications plus sensées et qui valident par la même occasion ce nouveau modèle. J'aurais espéré que la curiosité qui doit animer tout bon scientifique vous aurait poussé à voir la portée de mes idées. Mais non, quel affreux constat! Vous êtes endoctriné dans un monde où vos recherches ne vont plus dans la direction d'une meilleure connaissance scientifique de la matière, mais en direction de fonds pour financer vos occupations. Votre attitude est détestable, et malgré vos insultes, malgré votre dénigrement, et malgré vos coups bas, je vous comprends. Je vous comprends parce que vous n'êtes pas serein. Vous savez que vos théories de briques et de broc, vos théories incompréhensibles et absurdes ne survivent que tant que les gens crédules voueront une confiance aveugle dans toutes vos allégations. Vous avez besoin de cette crédulité parce que ce sont eux qui vous financent par leurs impôts. Vous avez parfaitement cloisonné vos démences en interdisant toute forme de dissidence par une soi-disant méthode scientifique et en instaurant l'enseignement de l'Inquisition. En instaurant l'enseignement de la modération scientifique. Excusez ce lapsus révélateur. En fait, ce n'est pas un véritable lapsus, car dans un cas comme dans l'autre, c'est la formation de laquais pour détecter et combattre les hérétiques
au dogme en vigueur. Donc, c'est le rôle de la modération scientifique, combattre ceux qui s'opposent à la seule pensée scientifique valable, celle que vous prêchez. Je sais bien que vous pouvez raconter n'importe quel mensonge, vous serez entendu, parce que les médias retranscrivent vos propos sans réfléchir, votre pédigré justifiant à lui seul cette véracité. Vous avez tout bien ficelé, mais vous avez encore une fois commis une erreur. Vous avez oublié une chose essentielle. Ce ne sont jamais ceux qui règnent au-dessus des autres en imposant leur façon de voir et de penser, ni même leurs courtisans. Ce ne sont jamais ces gens-là qui font une révolution. Ceci dit, je vous remercie de votre attention.